Suis-je le héros de mon histoire? Je sais que cette question peut paraître un petit peu cliché de nos jours, mais pour le bénéfice de cette vidéo aujourd'hui, nous allons la prendre vraiment au sérieux. Vous l'avez peut-être déjà compris à travers mes précédentes vidéos, je suis passionnée de biologie et de psychologie. Mais il y a dans la psychologie une branche un peu plus avant-gardiste qui me fascine plus que tout encore. C'est la psychologie des profondeurs, développée par un psychanalyste du siècle dernier, j'ai nommé Carl Gustav Jung. Carl Jung a développé une théorie qui pour moi a été révolutionnaire dans ma façon de voir le monde. De par son étude des mythes et des religions, dont il est passionné, combinée à sa pratique de la psychanalyse, il a théorisé que le développement de la conscience s'était fait à travers des images originelles, qu'il appelle aussi archétypes, et la narration. L'humain s'est raconté et se raconte des histoires tout le temps et pour tout. Notre psyché presque serait branchée d'une certaine façon, qui fait que nous sommes plus réceptifs aux histoires qu'aux autres formes de communication. On le voit un petit peu partout, de l'éducation aux façons dont vous racontez les anecdotes de votre vie à vos amis, celui qui maîtrise l'art de la narration maîtrise l'attention des autres. Un des points centraux de la psychologie de Jung, donc, consistait à aider ses patients à trouver la narrative héroïque de leur propre histoire. Je sais que Carl Jung n'est pas si connu que ça du grand public et que du coup vous vous dites probablement que cette théorie est un petit peu sortie de nulle part. Mais en réalité, cet homme a eu une influence incroyable et j'ai d'ailleurs découvert petit à petit que la grande majorité des livres qui m'ont le plus marqué dans ma vie ont été écrits par des auteurs qui ont lu, étudié ou même rencontré Carl Jung. C'était le genre de visionnaire tellement au devant de tout qu'il l'est encore aujourd'hui. Mais je ne vais pas m'étaler sur lui maintenant, je réserve ça pour la prochaine vidéo. En attendant, voilà ce que j'ai compris. Trouver la foi en sa vie, c'est en partie comprendre la narration dans laquelle nous évoluons et donc le but de notre vie. Jung disait « Tu es dans une histoire, que tu le veuilles ou non. La question est donc de savoir dans quel genre d'histoire tu es. » Ignorer la narration de ta propre vie implique que tu finiras probablement avec un second rôle dans l'histoire d'un autre, ou pire encore, avec une fin tragique. Et donc pour éviter ça, évidemment, vous allez devoir écrire votre histoire. Pour cet exercice, vous allez devoir vraiment dégager un temps pour vous, où vous allez vous asseoir et raconter votre histoire. En fait, que ce soit à l'écrit ou à l'oral enregistré par exemple, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça n'a pas non plus besoin d'être parfait, d'être bien écrit ou même d'être exhaustif au début. Vous pouvez rajouter des choses au fur et à mesure que ça vous revient. L'idéal étant quand même de le faire isolé de tout et d'être vraiment comme dans un rendez-vous avec vous-même. Vous pouvez raconter votre histoire de plein de manières, mais voilà, si vous n'êtes pas inspiré, vous pouvez commencer par délimiter toutes les grandes périodes que vous avez vécues et les émotions principales que vous avez ressenties à chacune de ces périodes. Et aussi, très important, peut-être détailler les relations interpersonnelles, qu'elles soient familiales ou amicales, que voilà, vous avez vécues dans chaque période. En fait, décrivez-vous comme si vous deviez vous décrire à votre âme sœur que vous viendriez juste de rencontrer, avec toutes les histoires, les qualités, les problèmes et les angoisses que vous portez. Et quand je dis âme sœur, j'entends quelqu'un qui va vous aimer quoi qu'il arrive et qui veut juste savoir honnêtement et profondément avec quel genre d'humain il s'embarque pour la vie. Parce que quand tu y penses, l'humain avec qui t'es embarqué pour la vie, ben c'est toi-même. Du coup, ça peut être, on va dire, utile, préférable de savoir quel genre d'humain tu es. Je tiens quand même à préciser que cet exercice, aussi inoffensif qu'il puisse paraître, peut en réalité s'avérer assez difficile à faire. Il peut par exemple faire ressurgir des vieux souvenirs enfouis ou bien vous permettre de faire des connexions que vous n'aviez pas du tout fait avant et du coup vous laisser plus anxieux que jamais. Mais même si cet exercice intensifie l'anxiété sur le moment, elle permet après coup de repartir beaucoup plus serein et en ayant une meilleure connaissance en fait de notre histoire et de nous-mêmes. Donc surtout ne paniquez pas si vous vous mettez à pleurer ou à devenir extrêmement anxieux, c'est tout à fait normal, c'est même le but de l'exercice. Et donc s'il y a un point particulier qui vous fait un peu plus mal qu'un autre, n'hésitez pas à vous arrêter, à développer vraiment cette partie-là et à sortir vraiment tout ce que vous avez sur le cœur. Et si vraiment votre état d'anxiété s'aggrave au point que ça en devient dangereux pour vous-même, n'hésitez surtout pas à trouver de l'aide. Je le répète souvent ici, mais les psychologues et les psychiatres sont aussi là pour vous aider à faire ce genre de travail intérieur.
Bref, une fois que vous avez mis au clair votre passé, que vous avez défini votre présent, que vous vous êtes situé dans la narration, disons, eh bien, il va falloir que vous vous mettiez à écrire votre futur. Donc pour ça, d'abord, il va falloir vous mettre dans la bonne mentalité. Il va falloir que vous décidiez ce que vous voulez pour votre vie en vous considérant comme une personne dont vous auriez la responsabilité, comme par exemple votre petite sœur ou votre enfant. Qu'est-ce que vous lui souhaiteriez comme vie ? Il faut vraiment que vous partiez avec cette bienveillance pour vous-même. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, vous n'arrivez pas à avoir cette bienveillance et que au final vous vous dites que vous n'en valez pas la peine et que personne ne vous aimera, eh bien dites-vous que ok, peut-être qu'aujourd'hui vous n'en valez pas la peine, mais au fond, peut-être que vous valez quand même la peine de vous améliorer. Et que qui sait, dans quelques années, avec du travail et de la persévérance, l'impossible vous arrivera peut-être, et donc du coup, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Bref, une fois que vous êtes dans cette mentalité un minimum bienveillante, vous allez commencer à définir un but clair pour votre vie. Un but que vous avez choisi et qui vous motive vraiment. Il faut aussi que vous partiez du principe qu'il est possible pour vous que vous atteigniez ce but. Ou alors même si vous n'y arrivez pas, au moins vous serez lancé dans la bonne direction et avec le temps vous calibrerez mieux les buts qui vous correspondent et qui sont atteignables pour vous. En réalité, très peu de personnes ont de plan clair de ce qu'ils désirent vraiment pour leur vie. Je dirais que la plupart d'entre nous suivent à tâtons un peu les choses qu'on leur propose le long du chemin, mais sans réellement définir clairement les objectifs de leur vie. Parce qu'au final, être clair avec ses désirs, c'est dangereux. Ça nous met automatiquement dans une position de potentiel échec. Avoir un objectif clair, délimité dans le temps et qui est potentiellement à notre portée, implique aussi une possibilité claire d'échouer. Tandis que quand tu n'as pas d'objectif clair, tu peux pas vraiment échouer parce qu'en fait, il y aura toujours une faille dans laquelle tu vas pouvoir t'engouffrer avec la rationalisation et la résistance. Mais du coup, te dire « je veux ça » implique qu'il va falloir que tu te mettes à le viser avec toute ta force de frappe, que tu te prouves à toi-même que ce ne sont pas des paroles en l'air, que tu es sérieux à ce sujet et que tu es prêt à faire les sacrifices nécessaires. Voilà, définir un objectif clair pour sa vie n'est pas facile, mais ça change tout. Je pense d'ailleurs que c'est une des raisons du succès du livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, qui est un best-seller international recommandé par tous les mecs du développement personnel, parce qu'en fait, dans le premier chapitre de ce livre, l'auteur te conseille de lister tous tes rêves les plus fous, de définir leur coût réel et de faire un plan d'action de qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses, qu'est-ce qu'il faudrait que tu mettes en place en fait pour y arriver. Et donc d'un seul coup, en clarifiant les étapes de comment arriver à tes rêves les plus fous, tu commences à y croire. Et même si je déplore l'approche hédoniste de ce bouquin, je dois reconnaître qu'il y a un avantage à permettre à plein de gens de définir des objectifs clairs dans plusieurs domaines de leur vie. Et je me dis que c'est fou que rien que ça, rien que ce petit exercice a probablement changé la vie de plusieurs milliers de personnes. Donc quand tu veux t'améliorer, il y a plusieurs façons de voir le chemin. Tu peux le prendre vraiment comme une corvée et être sans cesse dans la privation et la résistance. Ou alors tu peux le voir comme une aventure et être sans cesse excité par les nouvelles choses qui vont t'arriver. Tu verras que nous avons été fabriqués avec les histoires et que ton cerveau n'aura aucun mal à raconter l'histoire que tu es en train de vivre. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais même inconsciemment, on a tendance à toujours romantiser nos histoires. Que ce soit nos propres histoires ou celles des grands hommes qui ont marqué l'histoire avec un grand H, ou même celles des grands patrons, vous savez, de telle ou telle boîte, qui ont une histoire du style « ils ont commencé avec rien, ils ont travaillé plus que tout le monde, ils ont pris des risques absurdes, et maintenant ils sont au top ». On adore ce genre d'histoire parce que, au fond, ça raconte l'histoire universelle de l'humanité. L'humain bâtisseur et conquérant qui affronte le chaos et en reprend le contrôle. D'ailleurs, il y a aussi un côté obscur à la conquête du chaos. L'exemple parfait, c'est la drogue. Vous voyez, c'est sexy d'être drogué ou de vendre de la drogue. On voit ça partout dans les clips ou dans les histoires sulfureuses de certains artistes. Ou même, vous voyez bien, au lycée, c'est un truc de cool kid de fumer des joints et de se mettre des races tous les week-ends. Pareil pour le sexe, la violence et toutes les choses illégales en général. Nous romantisons aussi cette partie-là puisqu'elle répond toujours à cet archétype de l'humain audacieux qui vit des histoires folles. Donc bien sûr qu'il y a de bonnes raisons de tomber du côté obscur. Si ce n'était pas tentant, personne ne s'y risquerait. Malheureusement, même si c'est une narration qui nous donne une identité de héros ou plutôt de anti-héros à l'instant T, c'est le genre d'histoire qui finit très souvent en tragédie.
Donc on doit vraiment se battre contre l'envie de passer du côté obscur et au contraire essayer de toujours chercher une narrative qui soit tout aussi audacieuse, tout en restant respectable pour soi-même et les autres sur le long terme. En fait, il est conseillé de faire 2 plans pour le futur. Le premier, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire tu vises quelque chose dont tu serais fier. Mais le deuxième plan consiste à faire la liste de tous tes défauts et de toutes tes mauvaises habitudes que tu as actuellement et d'essayer d'imaginer dans quelques années qu'est-ce que ça donnerait si tu décidais de prendre cette pente. L'humain est beaucoup plus motivé par la peur que par l'appât du gain. Donc faites ce bilan terrible de vous dire, si je continue les choses bêtes que je fais aujourd'hui, tout en sachant pertinemment qu'elles sont bêtes, où vais-je me retrouver? Après ça, normalement, vous avez tout. Vous avez la narration, qui vous permet donc de vous situer dans votre histoire. Ensuite, vous avez le but, qui vise haut et qui vous permet de vous motiver tous les matins en vous réveillant. Et vous avez le résultat cauchemardesque qui vous attend si vous continuez vos bêtises pour vous pousser les jours où vous voulez abandonner. C'est littéralement la vision du paradis et de l'enfer, de la carotte et du bâton. Aussi, n'oubliez pas ma vidéo Qu'est-ce que le bonheur quand vous visez le paradis. Les rêves hédonistes de passer sa vie au soleil à rien faire sur une plage ou bien en boîte à sniffer de la coke ne sont pas des paradis mais bien des pièges. Le plaisir ne semble pas rendre heureux, et de toute façon, le simple bonheur ne peut pas être le but de la vie. Le but de notre vie, c'est notre pourquoi. Et justement, pour trouver son pourquoi, le conseil que je retrouve le plus souvent dans un peu tout ce que j'ai lu, et notamment chez Viktor Frankl, c'est l'idée de prendre des responsabilités. Je pense que je ferai vraiment une vidéo approfondie sur ça, mais en gros, les responsabilités remplissent notre vie de sens. Et bien sûr, elles le remplissent aussi de stress et d'échecs, mais en fait, quoi qu'on fasse, de toute façon, la vie est dure. Et l'important au final, ce n'est pas vraiment le comment, mais bien le pourquoi. Je sais que nous sommes pas vraiment habitués à ce genre de message, et que ça peut paraître un petit peu étrange ou même un peu brutal. Mais honnêtement, je pense que notre génération est malade. Notre environnement presque tout entier est toxique. Les médias, à l'agonie devant l'émergence d'Internet, se font la guerre pour notre attention en utilisant principalement les émotions négatives. La société tout entière s'étale dans les récompenses immédiates et les addictions, dans une joyeuse danse hédonique infernale, tout en essayant d'infantiliser et de déresponsabiliser les individus. Et puis même au-delà de ça, il y a cette déconnexion avec la grande histoire. Il n'y a plus vraiment de grande cause qui nous unit tous autour du même projet. Nous sommes tous un peu spécialisés dans une cause différente qui forcément des fois entre en conflit les unes entre les autres. Sauf que des fois, trouver sa propre histoire, c'est aussi la trouver dans un projet plus grand que soi. Un projet qui par exemple s'inclut dans la grande histoire. Ça me rappelle une phrase de Tyler Durden dans Fight Club qui dit "We're the middle children of history, man. No purpose or place. We have no great war, no great depression. Our great war is a spiritual war. Our great depression is our lives." Je vais vous raconter une histoire dont la narration archétypale m'a beaucoup touchée et je pense fera sens pour beaucoup d'entre vous. En psychanalyse, une des techniques d'analyse des rêves consiste à prendre les personnages principaux de la narration d'un rêve et de les considérer comme des parties de nous-mêmes. Et donc à la façon de Jung, analyser les vieux contes avec cette technique est tout à fait fascinant, vous allez voir. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de la Belle au bois dormant. Donc vous connaissez probablement l'histoire, nous avons le roi et la reine qui viennent d'avoir un enfant. Ils l'ont attendu très longtemps et c'est leur fille unique, donc ils vont chercher à la protéger désespérément de tout. Ils organisent son baptême et font une grande cérémonie pour présenter l'enfant au monde et donc ils invitent tout le royaume, notamment les 3 bonnes fées qui sont l'archétype du féminin protecteur et maternel. Mais ils n'invitent pas Maléfique. Maléfique ici, c'est l'archétype de la nature cruelle. C'est le féminin destructeur, antagoniste donc au féminin protecteur des fées. En fait, Maléfique, c'est un peu toutes les horreurs que tu aimerais que ton enfant ne croise jamais. Et du coup, en faisant ça, en n'invitant pas Maléfique, il pensait quelque part la protéger de la cruauté du monde. Sauf que malgré tout, Maléfique s'invite à la fête, et lorsqu'elle demande pourquoi elle n'a pas été invitée, l'une des bonnes fées lui répond que de toute façon, elle n'était pas la bienvenue ici. Maléfique, vexée évidemment qu'on l'ait mise à l'écart, maudit la jeune princesse en lui prédisant une mort avant ses 16 ans. Malédiction qui sera du coup adoucie par une des bonnes fées qui dira non en fait elle va pas mourir, elle va juste s'endormir pendant 100 ans.
Donc vous connaissez la suite de l'histoire, les parents prennent peur et pour l'empêcher d'être retrouvé par Maléfique, ils envoient la princesse vivre dans la forêt, coupée de tout avec les 3 bonnes fées. Et ils décident aussi de brûler tous les fuseaux du royaume le soir même pour que jamais elle ne puisse se piquer avec. Donc 16 années passent et en grandissant coupée de tout comme ça, elle deviendra si naïve qu'elle va tomber éperdument amoureuse du premier homme qu'elle va croiser dans la forêt. Et donc lorsqu'elle apprend qu'elle doit revenir au château pour son 16e anniversaire, elle est complètement bouleversée d'apprendre que non seulement elle ne reverra peut-être jamais cet homme dont elle est tombée amoureuse quelques heures plus tôt, mais qu'en plus elle va probablement devoir épouser quelqu'un d'autre. Elle est tellement effondrée par cette nouvelle que finalement, est-ce que ce n'est pas elle qui désire tout oublier et s'endormir pendant les 100 prochaines années à venir ? La signification métaphorique et archétypale de cette histoire me semble assez révélatrice de notre génération. Je suis une enfant des années 90 et j'ai été bercée dans ce doux rêve des princes charmants Disney, de l'avancée technologique et du matérialisme. Loin après les angoisses de la guerre froide et bien avant toutes les considérations sociales et écologiques, j'ai grandi dans une bulle. Et en voulant me protéger, on m'a rendue naïve et fragile. Donc que fait Aurore quand elle découvre la réalité du monde ? Elle tombe inconsciente. Et pour éviter que qui que ce soit affecté par ça, les fées endorment également tout le royaume. Pour moi, on peut le voir comme la dépression ou le déni. On a été frappé par la dureté du monde sans y avoir été préparé, et donc soit on s'effondre, soit on essaie coûte que coûte de rester au pays des rêves. C'est là qu'intervient le prince Philippe, qui, dans notre interprétation, n'est pas un prince extérieur, mais bien la partie masculine en nous. En psychologie jungienne, cet archétype s'appelle l'animus, c'est la partie masculine dans le féminin. Comme dans le Tao, le féminin a une partie masculine et le masculin a une partie féminine. Ou alors il pourrait représenter aussi la conscience ou le divin en nous qui cherche à se battre, à refaire surface pour nous réveiller. Donc voilà, nous avons ce prince intérieur qui arrive et qui vient se battre contre Maléfique qui elle se transforme en dragon du chaos. Le fameux dragon dont je parle assez souvent, puisque c'est un archétype assez fondamental qui représente l'inconnu et tout ce qui nous fait peur. Le prince Philippe, donc, grâce au bouclier et à l'épée de vérité que lui ont donné les bonnes fées, va réussir à tuer le dragon et à réveiller Aurore de son inconscience. Bon, faut-il que j'explicite un petit peu mieux la morale de cette histoire ? D'ailleurs, c'est pas vraiment une morale puisque c'est plus le déroulé de ce qui se passe réellement en nous. Si vous êtes encore Aurore, naïve et écrasée par la réalité au point que vous voulez en mourir ou bien rester endormie pendant les 100 prochaines années, il est peut-être temps pour vous de vous mettre à écouter votre prince intérieur qui est là, prêt à découper les ronces qui vous entourent et à tuer le dragon qui vous fait peur. C'est marrant parce que j'en parlais aussi tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'une version un peu plus masculine de cet archétype, c'est Fight Club justement, et je trouve que le parallèle avec le sommeil est assez intéressant. Au début de Fight Club, le héros souffre d'insomnie et donc n'arrive pas à dormir et il dit que ça déforme sa perception de la réalité au point qu'il ait l'impression que tout est comme dans un rêve. Bref, je ne spoil pas la suite, mais il me semble que les archétypes féminins et masculins intérieurs soient aussi à l'œuvre dans cette histoire. Bref, tu l'as compris, tous les personnages sont là en toi, métaphoriquement, archétypalement, émotionnellement. La question étant, es-tu vraiment prêt à redevenir le héros de ton histoire ? Je vais finir sur une petite anecdote. Lorsque j'avais encore mon groupe de musique Anshin avec Guillaume, je me décolorais les cheveux en blanc parce que j'adorais la symbolique du Tao. Lui était le masculin et moi le féminin. J'avais intégré cette dualité un peu partout dans notre projet et en fait c'était vraiment cool parce que ça donnait une cohérence visuelle et métaphorique à toute notre histoire. Bref, quand ça s'est fini, j'étais complètement détruite aussi parce que je venais de perdre un projet dans lequel j'étais une entité qui était dépendante de l'autre. Et du coup, comme ce projet racontait notre histoire finalement, je n'arrivais plus à voir ma propre histoire sans cette contribution extérieure du masculin. Et puis, un mois après la rupture, je me suis retrouvée devant la glace et là je me suis rendu compte qu'en réalité, ça faisait un moment que je n'avais plus les cheveux blancs, mais bien les cheveux noirs et blancs. Et en fait, j'ai compris, en voyant mes cheveux, qu'en réalité, j'étais le féminin et le masculin de toute l'histoire. Jusqu'à maintenant, j'interprétais cette histoire en me concentrant sur les événements extérieurs, quand en réalité, la personne qui m'a sauvée, c'était moi-même.
Jacadi, une ou un de mes abonnés, qui doit être très au courant des archétypes d'ailleurs, a très justement dit « Le masculin extérieur laisse place à celui du dedans. Bon courage ». Voilà, encore une fois, merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout. Je sais que c'était une vidéo assez longue, mais c'était un sujet assez complexe pour moi à aborder. Je savais pas trop par quel angle le prendre. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Dans tous les cas, n'hésitez pas à participer à la réflexion ou à poser des questions. Je vous souhaite aussi bon courage dans votre vie et à très bientôt.